Deuxième point, que doit préciser l'employeur dans sa mise en demeure? Il est rappelé que l'employeur doit obligatoirement indiquer un délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste et exiger bien sûr la raison de l'absence et les justificatifs nécessaires pour une absence, pour un motif légitime. Le délai est rappelé ne peut être inférieur à 15 jours, que ce délai est entendu en calendaire et qu'il court à compter de la présentation de la lettre commandée ou de la lettre remise en main propre. L'employeur doit également rappeler que passé ce délai, le salarié sera considéré comme démissionnaire. L'employeur peut préciser dans la mise en demeure la conséquence, c'est-à-dire que la démission entraîne le non-droit aux allocations chômage, dont on a vu que c'était partiellement faux. D'ailleurs, dans le modèle rédigé par nos avocats droit social sur ce type de mise en demeure, n'indique jamais le paragraphe sur les allocations chômage. Petite parenthèse fermée. Il est également recommandé que l'employeur précise dans la mise en demeure que le salarié qui ne reprendrait pas son poste au plus tard à la date fixée est redevable d'un préavis, donc très important, et qu'il prévoit l'organisation de l'exécution de ce préavis. Par défaut, le préavis est évidemment exécuté. L'employeur peut également rappeler que le silence du salarié sur l'organisation de l'éventuel préavis peut constituer de la part du salarié une manifestation de son refus d'exécuter le préavis. Ça, c'est un peu ambigu et honnêtement, je ne m'y risquerai pas parce que est-ce qu'on se considère le silence du salarié comme un refus d'exécuter son préavis? Pour ma part, je n'ai pas encore posé la question, mais je ne pense pas. Donc pour moi, la fin du délai, hem, est synonyme de début de préavis et de début d'exécution par défaut du préavis. On y reviendra plus tard dans le résumé et l'infographie. Que faire si l'employeur ne reçoit pas la preuve de la réception de la mise en demeure adressée au salarié? Sachez qu'ici, ce sont les règles habituelles lorsque l'on envoie un document de mise en demeure, une convocation ou une lettre de licenciement, par exemple, à un salarié. C'est-à-dire qu'un salarié qui ne viendrait pas volontairement chercher son recommandé ou qui, par négligence, aurait indiqué à son employeur une mauvaise adresse, le fait d'avoir le retour du recommandé avec une date de première présentation fait office de point de départ au fameux délai pour présomption de démission. Point numéro 4. Quels sont les motifs d'abandon de poste pour lesquels la procédure de présomption de démission ne doit pas être conduite à son terme? Donc ici, on récapitule les possibilités du salarié, je ne reviens pas dessus. Quelles sont les conséquences si le salarié ne répond pas à la mise en demeure ou répond qu'il ne souhaite pas reprendre son poste? À partir de quel moment le salarié est considéré comme démissionnaire? Bon, là, c'est à peu près évident. Si le salarié ne répond pas et ne reprend pas le travail, la présomption de démission s'applique. Et si le salarié répond à la mise en demeure qu'il ne reprendra pas son travail, il sera évidemment considéré comme démissionnaire. Si une convention collective prévoit que la démission du salarié doit se faire par écrit, cette exigence s'applique-t-elle dans le cadre de la présomption de démission? Question intéressante car on retouche au principe de la démission au départ, c'est-à-dire une volonté non équivoque de la part du salarié de vouloir quitter son poste. En France, on formalise en général par écrit sa démission, soit par une lettre, soit par un mail, voire un SMS. Il y a même des cas de jurisprudence qui sont parfaitement acceptables à l'oral. Un salarié, par exemple, qui vient voir son patron et affirme à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette boîte, c'est parfaitement recevable en tant que démission. Ici, en tant que réponse, la jurisprudence de la Cour de cassation a estimé que ce type de disposition n'institue qu'une règle de forme dont la méconnaissance ne remet pas en cause la décision du salarié. Bon, c'est un peu flou, alors on précise que
dans le cas de la présomption de démission en cas d'abandon de poste, l'employeur n'est pas tenu de demander à son salarié la production d'un écrit. Et d'ajouter encore que les conventions collectives qui prévoient un écrit dans le cadre d'une démission classique doivent se mettre à jour et prévoir explicitement que lorsque la démission est issue d'un abandon de poste, un écrit n'est plus exigé. En fait, les conventions collectives doivent se mettre à jour en fonction de la loi. L'ensemble de la réponse me semble un peu capillotracté, mais bon, elle est ce qu'elle est. Je vais passer rapidement sur les points 7, 8, 9, puisqu'ils concernent le même sujet, c'est-à-dire le préavis, son exécution, son point de départ, etc. Sachez que lorsque le délai de mise en demeure est échu, c'est le préavis de démission qui doit commencer et que ce préavis suit les mêmes règles qu'un préavis tout à fait standard. Ce qui implique aussi que ça peut encore durer longtemps. C'est-à-dire que généralement, le préavis d'un employé ouvrier, c'est 1 mois, un étam, c'est plutôt 2 mois et un cadre, c'est 3 mois. C'est-à-dire que vous pouvez encore garder le salarié assez longtemps. Certes, généralement non payé, mais la procédure peut se terminer très, très tard dans certains cas. Les documents de fin de contrat doivent-ils être remis aux salariés comme d'habitude, donc les documents usuels de sortie, c'est-à-dire certificat de travail reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi. Il y a aussi le dernier bulletin, entre parenthèses. On doit bien renseigner qu'il s'agit d'une rupture de type démission et envoyer en DSN, donc en DSN événementiel évidemment. Un salarié présumé démissionnaire a-t-il le droit à l'indemnité de congé payé? Évidemment, on n'en doutait pas. Quelles sont les conséquences de l'abandon de poste en matière de droit à l'assurance chômage? La démission n'ouvre pas droit et décidément, ils insistent beaucoup sur le non-droit aux allocations chômage, sauf démission légitime et à justifier auprès de Pôle emploi. Quels sont les recours dont dispose le salarié qui estimerait que l'application de la présomption de démission est infondée? Donc, recours habituel au Conseil des prud'hommes, si on juge que l'application est abusive. Je vais maintenant reprendre l'infographie que j'avais éditée début mai sur le sujet. Le premier jour, le salarié ne se présente pas à son travail et ne prévient pas son employeur. Il y a normalement un délai de 48 heures pour pouvoir justifier de l'absence. Sachez que ce délai peut être plus long selon les usages pratiqués dans l'entreprise. À J+3, mais ce n'est évidemment pas obligatoire, on peut attendre encore un petit peu, on rédige et on envoie notre mise en demeure. On exige bien sûr la justification de l'absence et la reprise du travail de la part du salarié. On indique un délai de réponse qui a une durée minimale de 15 jours calendaires. Sachez qu'on peut évidemment prévoir un délai plus long si l'employeur le décide. On arrive ensuite à J+19. Alors comment j'arrive à J+19? C'est que je suppose que la lettre est envoyée à J+3 et qu'elle se présente à J+4. Évidemment, on sait que dans la pratique, les délais sont un petit peu plus longs, donc il faut bien sûr s'adapter niveau calendrier. Donc à la fin du délai de la mise en demeure, le salarié est considéré comme démissionnaire. Et à ce moment-là, à partir du lendemain, c'est le début du préavis. Et le préavis, dont la durée peut être variable, c'est-à-dire en général 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, on peut ensuite faire sortir le salarié des effectifs et mettre à disposition ses documents de sortie. J'indique les possibilités d'interruption de la procédure si le salarié justifie de son absence. Mais il ne le justifie pas n'importe comment, car le motif doit être légitime, c'est-à-dire un motif médical,
un motif du droit de retrait, un motif de droit de grève, le refus d'exécution d'une pratique illégale ou une modification du contrat de travail de la part de l'employeur. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender le sujet, qu'elle aura répondu à vos questions et qu'elle en aura peut-être suscité d'autres. Cette vidéo fut un véritable marathon à produire pour un résultat final, disons, acceptable vis-à-vis de la vision du réalisateur. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Je vous souhaite un bon courage pour votre cycle de paye si vous êtes en pleine bourre et une bonne journée.